Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet relativement intéressant, en tout cas qui a attiré mon attention dernièrement, qui était celui de la présence des langues de l'amour, love languages en anglais, mais pas uniquement dans le cadre des relations amoureuses, parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément toujours dans une relation amoureuse avec une partenaire, etc., qui a besoin d'exprimer ça, mais on peut aussi clairement avoir cette expression d'amour, en tout cas, avec des personnes qui nous sont proches. Ça peut être des amis, ça peut être des membres de notre famille. Et dans ces deux cas, le fait de connaître leur langue de l'amour, ça va nous permettre de vraiment leur apporter cette affection qu'ils désirent, dont ils ont besoin, qui va faire qu'ils vont se sentir bien avec nous. A l'inverse, une tendance qu'on va avoir à faire, en tout cas avec beaucoup de personnes, c'est on va avoir tendance à exprimer de l'amour naturellement de la manière dont on souhaite recevoir cet amour. Ce qui veut dire que, donc, pour revenir sur les 5 langues de l'amour et venir comprendre ce que ça implique, les 5 donc, sont les mots d'affirmation, donc venir complimenter la personne. Il y a aussi le contact physique, être proche physiquement de la personne. Il y a le fait de recevoir des cadeaux. Il y a le fait de passer des moments de qualité, donc un temps de qualité avec la personne. Et le dernier, c'est les services rendus. Maintenant, imaginons que votre langue de l'amour, c'est le contact physique. Et que votre très très bon ami, lui, préfère justement que l'on lui rende des services. Vous allez avoir tendance naturellement à montrer votre affection, votre amour en réalité, à cet ami, principalement au travers de contacts physiques. Parce que ce qui est naturel pour vous, c'est en fait ce que vous souhaitez avoir. Et le comportement naturel qu'on va avoir, ça va être très généralement lié à ce que l'on veut. Et pourtant, si on veut vraiment réussir, même dans un contexte social, autre qu'avec des amis de notre famille, avec des personnes que l'on va rencontrer, avec qui on va pouvoir être proche, il faut être capable de s'adapter. Et donc de se rendre compte qu'on ne peut pas simplement être authentique et authentique constamment, il y a une notion d'apprentissage. La différence en fait entre tout ce qui est innate and acquired, donc la nature et la culture, ce qui va venir de notre nature et de notre génétique. Naturellement, en tant qu'être humain, on va vouloir s'assembler, être ensemble, procréer même, et ce qui va toucher à la culture, qui va généralement catégoriser les langues de l'amour, donc selon les cultures, selon les pays. Ce qui veut dire que par exemple, un pays comme le Japon, la culture va faire qu'il va y avoir une ou plusieurs langues de l'amour prédominantes. Et donc une ou plusieurs manières pour les personnes entre elles de se montrer de l'affection. Maintenant, il y a toujours des exceptions, bien sûr, mais globalement, on va trouver des tendances qui vont être présentes parmi les pays, qui vont faire qu'on ne va généralement pas se tromper. Seule exception vraiment à cette règle, ce sont les pays qui justement n'ont pas un sens de la culture qui est très fort, comme par exemple une grande majorité des pays occidentaux, où là on va voir l'expression des différentes langues de l'amour. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que initialement le livre est paru aux États-Unis et qu'il touchait des 5 langues et discutait des 5 langues de manière conséquente. Parce que si on y réfléchit bien, les petits pays, les pays qui ont moins de, disons, 10 millions d'habitants, ce sont des pays qui vont avoir une notion d'identité qui va être beaucoup plus forte. Une notion d'identité qui va être forte, avec une culture pareille qui va être omniprésente, qui va faire que justement on va pouvoir définir des grands archétypes qui vont correspondre à la culture du pays. Un autre exemple pareil qu'on pourrait donner qui est concret, certaines cultures africaines, subsahariennes, vont grandement privilégier justement le contact physique pour démontrer de l'affection. Voilà. Pareil que dans les pays du Maghreb, où entre amis on va pouvoir se prendre comme ça par la main, par le bras, sous forme d'accolade,
des choses qui peuvent être un petit peu étranges dans d'autres cultures. Maintenant, pour revenir sur la différenciation entre les langues de l'amour et comment faire en sorte de les privilégier aussi dans le contact qu'on va avoir avec nos amis, notre famille, quelle est la pertinence, quel est l'intérêt? On pourrait se dire d'abord, il y a cet aspect affect émotionnel qu'on veut. On veut quand même montrer l'affection à nos proches et c'est important, c'est vrai. Maintenant, il y a aussi une finalité qui va être intéressante, qui va être aussi de s'entraîner, tout simplement s'entraîner à pratiquer une autre langue de l'amour que la nôtre, en tout cas à agir d'une manière qui va correspondre à une autre langue de l'amour que celle qu'on veut recevoir, pour faire en sorte, lorsqu'on est dans une relation amoureuse, de pouvoir correspondre à celle de notre partenaire. Parce qu'il n'y a rien de plus déplaisant dans une relation amoureuse que si on voit notre partenaire essayer d'exprimer de l'affection, mais à la manière qu'il aimerait en recevoir, plutôt que d'exprimer son affection à la manière dont on veut le recevoir. Donc il y a toute cette notion d'entraînement, de travail, de pratique pour pouvoir nous aider à apprivoiser les différentes langues de l'amour. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas peut-être naturel pour vous d'être physiquement proche d'une personne, donc de venir lui apporter de l'affection physique, parce que peut-être dans votre éducation, vous n'avez jamais eu ce contact câlin, bisou avec vos parents. A l'inverse, pour d'autres ça va être le cas, mais par contre ils n'ont jamais eu un mot d'affirmation, pas de compliment par rapport à la manière qu'ils avaient de s'habiller, ou alors par rapport à leur forme physique s'ils s'entraînaient fort. Donc selon notre contexte généralement familial, mais aussi culturo-social, socio-culturel, on va avoir de grandes différences dans notre capacité à exprimer malgré tout cette langue de l'amour. Tout ça pour dire que pour s'entraîner, il faut comprendre comment est-ce qu'une langue de l'amour fonctionne. Si on prend l'exemple d'une langue toute simple, celle du contact physique. Là encore, on va avoir différence entre des personnes qui vont apprécier un contact physique en privé, donc ça veut dire qu'ils vont avoir cette langue de l'amour qui est le contact physique, mais qui vont être relativement timides et qui ne veulent pas l'exprimer en public, comme par exemple avec des PDR, Public Display of Affection, PDA. Et à l'inverse, ceux qui vont vraiment vouloir un contact physique constant, un petit peu même de réconfort, de réassurance, pour se sentir apprécié, se sentir même aimé. Là, on touche à des thématiques qui sont plus profondes, sous-jacentes, notamment potentiellement un style d'attachement anxieux. Mais peu importe, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment par rapport aux langues de l'amour. Donc ça, c'est un exemple. Donc là, c'est par rapport au contact physique. Exemple par rapport aux mots d'affirmation. Vous allez avoir des personnes qui vont apprécier se faire complimenter sur leur apparence physique, parce que de base, c'est un sujet sur lequel elles sont mal à l'aise. Et à l'inverse, d'autres personnes qui vont apprécier un compliment qui va être plus dirigé vers leur psyché, leur culture générale, plus du savoir-faire peut-être, ou des accomplissements qu'elles ont pu avoir. Ça va être reconnaître les accomplissements que les personnes ont, sans pour autant que ça puisse paraître être un accomplissement pour nous. C'est aussi là tout le challenge. C'est-à-dire que, encore une fois, comme on l'a vu, ça ne doit pas être naturel pour nous. Donc il va falloir poser des questions qui vont être ouvertes, pour pouvoir comprendre avec la personne, que ce soit partenaire comme ami comme famille, de quelle manière vraiment, au sein de sa langue de l'amour principale, elle aimerait qu'on lui montre de l'affection. Ça, c'est la manière la plus simple, parce que c'est vrai que sans demander, on peut généralement s'y méprendre. Ça demande d'être très observateur et dans nos interactions avec la personne, justement, de prendre le temps d'analyser comment est-ce qu'elle va, elle, interagir avec nous et comment est-ce qu'elle va, elle, nous démontrer de l'affection. Parce que, au même titre que vous, naturellement, allez aller vers les autres personnes et leur montrer de l'affection avec votre propre langue de l'amour, les autres aussi. Et c'est vrai qu'il y a un nombre de personnes qui est assez réduit, qui est informé par rapport à ce sujet. C'est pour ça qu'en ayant connaissance de ça, généralement, vous allez avoir tendance à améliorer la qualité
de vos relations avec autrui. Vous allez être plus appréciable aux yeux des autres. Et surtout faire en sorte que les personnes autour de vous aient envie de passer plus de temps avec vous. Et donc, on touche à un autre point de la psychologie d'ailleurs, on y revient, mais qu'est-ce qui va se passer si jamais les personnes avec qui vous communiquez, donc pareil, proches, amis, famille, partenaires, si elles sentent que vous leur montrez de l'affection dans la manière dans laquelle ils ont de l'apprécier le plus. Ils vont tomber dans vos bonnes grâces. Ils vont tomber dans vos bonnes grâces, c'est-à-dire ils vont régulièrement accepter d'agir, de faire des choses vis-à-vis de vous, pour vous, dans votre intérêt, qui autrement, si vous n'avez pas fait cet effort-là, ils n'auraient pas fait. Parce qu'en psychologie, il y a un biais cognitif qui est très connu, qui a été décrit notamment dans le livre de Robert Cialdini, Influence et manipulation, qui s'appelle le biais de réciprocité. Et ce biais de réciprocité, qu'est-ce qu'il va impliquer? Il va impliquer que si on estime qu'une personne a fait un effort pour nous, un effort qui porte ses fruits, qui résulte en quelque chose de positif à notre égard, ça peut être donc une attention comme dans le cas de langue de l'amour, comme ça peut être un service rendu pur dans le sens du business, alors on va avoir tendance à vouloir amener la réciproque chez l'autre personne. Donc en fait, c'est à faveur donnée, faveur reçue, à faveur donnée. On va d'abord faire en sorte de recevoir, et parce qu'on a reçu, on va avoir envie de donner. Et c'est pour ça qu'une telle attitude aussi va être grandement valorisée. Parce que avant même d'essayer de demander quelque chose avec quelqu'un, vous allez faire en sorte de lui apporter quelque chose. Donc une valeur qui va être donnée avant tout, et que d'ailleurs vous allez pouvoir récolter un petit peu le fruit de votre travail. Donc tout ça, ça constitue vraiment la masse d'intérêt qu'il y a à travailler sur les différentes langues de l'amour, et notamment vraiment les exprimer en fonction de votre interlocuteur. Parce que comme je le répète, ça s'applique non seulement à des personnes qui vous sont proches, mais à des personnes qui ne sont pas encore proches vis-à-vis de vous. Parce qu'encore une fois, ça va renforcer leur estime d'eux-mêmes, les valoriser, et faire en sorte qu'ils se sentent bien. Et qui n'a pas envie de se sentir bien? Personne. En conclusion, ce que j'aimerais ajouter, c'est que on peut trouver une corrélation directe entre la langue de l'amour principale, prédominante d'une personne, et le type psychologique qu'elle incarne. Type psychologique, cette notion, je reviendrai dessus dans de prochaines vidéos, mais il y a cette notion d'archétype, en tout cas telle que décrite par notamment Carl Jung et d'autres analystes après ça jungiens, une notion d'archétype qui va définir une manière de procéder, une manière de vivre, de se comporter des individus. Et on peut trouver un lien direct, une corrélation donc entre le type psychologique d'un individu, les fonctions cognitives qu'il utilise, donc on va dire, pour simplifier, comment il se comporte, et sa langue de l'amour. Et donc à partir de ça, on va pouvoir dériver d'une chose. Donc en sachant la langue de l'amour de quelqu'un, on peut faire en sorte de déterminer plus ou moins, avec plus ou moins de certitude, son type psychologique, et donc d'autres choses sur son mode de fonctionnement. Et à l'inverse, si on connaît le type psychologique de la personne, on va être en capacité, encore une fois, plus ou moins, de dériver quelle langue de l'amour est-ce qu'elle peut avoir. La psychologie est un sujet qui est très intéressant, et surtout dans les relations sociales, l'interaction avec autrui, parce qu'en se connaissant soi-même, en connaissant les autres, on est capable de régner sur le monde. Sur ce, belle journée à vous.